Oui, nous avons également souhaité vous présenter aujourd'hui une deuxième réflexion, en plus de ces propositions, ces revendications sur le reclassement. Le LCGB a également travaillé sur des propositions pour apporter une meilleure protection aux salariés dans le cadre des licenciements. Vous avez dans votre farde normalement la présentation complète de nos propositions et nous avons également joint une présentation PowerPoint que nous avons faite et qui résume les principales idées ou en tout cas les principales propositions qui sont issues de ce travail. Ce travail, il provient surtout de notre expérience, c'est-à-dire des différentes personnes qu'on rencontre dans le cadre des infocenters du LCGB et qu'on rencontre dans le cadre des entreprises. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le nombre de licenciements est croissant. Alors les licenciements, dans certains cas, sont manifestement abusifs. Donc les salariés s'estiment être victimes d'un abus de droit et souhaitent obtenir réparation. Il y a également d'autres cas où il y a eu non-respect d'une période de protection que le Code du travail octroyait aux salariés. Vous savez très bien que le salarié est malade, le salarié en reclassement, la femme enceinte, donc il y a toute une série de protections qui est prévue dans le Code du travail et qui malgré tout, dans certains cas, ces protections donc, ne sont pas respectées. La première conséquence pour le salarié dans le cas d'un licenciement, c'est bien évidemment que sa sécurité d'existence et celle de sa famille est fortement remise en cause. La perte d'un emploi veut dire la perte d'un salaire, la recherche d'un nouvel emploi, le passage par le chômage, qui est quelque chose de difficile, qui provoque parfois également pas mal de soucis au niveau de la recherche, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir se reclasser rapidement. Et à côté de tous ces effets, il y a un sentiment d'injustice et donc un préjudice moral qui est relativement important pour chaque salarié licencié. Le salarié qui s'estime licencié abusivement va alors légitimement s'engager dans une procédure juridique pour tenter d'obtenir réparation et donc d'obtenir une compensation par rapport à ce préjudice qu'il a subi. Et c'est souvent, on constate, une grande désillusion au bout d'un chemin qui est très long et pénible. Et pour illustrer un peu ces propos, on a repris une enquête qui avait été diffusée en mars 2012 sur le site Légitech, donc qui est un site spécialisé, et qui a fait une étude de tous les jugements qui ont été rendus par le tribunal du travail et par la cour d'appel entre l'année 2004 et l'année 2011. Et les indemnités moyennes qui ont été reprises dans le cadre de cette étude sont extrêmement basses. Donc vous les reverrez dans le document. Globalement, on peut dire que pour un licenciement avec préavis qui a été reconnu comme étant abusif par le tribunal du travail, en moyenne, le salarié va recevoir 4 mois. Idem dans le cadre d'une faute grave qui aurait été reconnue abusive. Au niveau des dommages moraux, c'est encore plus symbolique, parce que le dommage moral, finalement, tourne toujours autour de 2000 € en moyenne, et ce dommage moral est fort loin de ce que le salarié attend suite au préjudice ou au traumatisme qu'il a subi dans le cadre du licenciement. Donc tous ces éléments nous ont fait réfléchir à un moment donné à une réforme qui était nécessaire au niveau du Code du travail pour justement apporter une meilleure protection. Donc, toutes ces situations rencontrées, toutes ces jurisprudences nous ont amené à proposer 6 axes de réforme. Alors, le premier des axes sur lequel nous souhaitons travailler, c'est de renforcer l'indemnisation du salarié dans le cas où le licenciement qu'il a subi est reconnu comme abusif. Donc ça nous paraît relativement fondamental. Et pour ce faire, on propose 5 mesures. La première des mesures, c'est de mettre en place une grille d'indemnisation. Ça existe dans différents pays, et il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas se faire ici aussi. On a vu avant que les montants alloués par le tribunal étaient extrêmement faibles. Et bien cette grille que nous proposons, ce serait une grille qui donnerait aux salariés la possibilité d'obtenir des minima d'indemnisation qui sont évidemment plus élevés, ce qu'on constate aujourd'hui, et qui tiendraient de certains critères objectifs, tels que l'âge du salarié, tel que son ancienneté et tel que son niveau d'indemnisation, de salaire. Le deuxième élément qu'on propose dans le cadre du renforcement de cette indemnisation, c'est d'augmenter les dommages et intérêts si un employeur rompt de façon anticipative un contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un contrat à durée déterminée de maximum 24 mois. Si l'employeur décide de rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée, tout ce que le salarié peut récupérer, c'est l'équivalent de ce qu'il aurait eu au titre d'un préavis. C'est tout. Donc, déjà, ce qu'on propose, c'est que
le patron s'engage à respecter ce à quoi il s'était engagé dès la signature du contrat, et qu'en plus, si ce licenciement ou cette résiliation est abusive, le salarié puisse obtenir des dommages et intérêts s'il a subi un préjudice supplémentaire. La troisième action qu'on propose, toujours pour renforcer cette indemnisation en cas de licenciement abusif, c'est de renforcer les possibilités d'action du salarié en cas de faute grave dans le chef de l'employeur. Donc aujourd'hui, le salarié qui aurait été victime par exemple d'un non-paiement de salaire pendant plusieurs mois ou victime d'une faute grave de l'employeur peut démissionner mais a très peu de marge de manœuvre par rapport à son employeur. Il peut de nouveau récupérer l'équivalent d'un préavis. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il puisse aussi récupérer des dommages et intérêts. Parce que la faute grave de l'employeur doit finalement être assimilée à un licenciement et donc permettre à ce salarié d'obtenir réparation par rapport à ce licenciement qui est injuste, qui n'est pas fondé, et donc de toucher des dommages et intérêts. Quatrièmement, c'est de garantir les périodes de protection spéciale contre un licenciement économique en cas de transfert d'entreprise. Et là, on se réfère particulièrement à deux conventions collectives qui sont la convention des banques et la convention des assurances. Ces deux conventions prévoient qu'en cas de transfert d'entreprise ou en cas de modification de la forme juridique de l'employeur ou en cas de fusion, les salariés ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement pour raison économique pendant les 2 années qui suivent. Or, on a des cas où les employeurs ne respectent pas ça. Et malgré cette protection, licencient quand même les gens. Donc là, de nouveau, on est sur la même logique de dire il y avait une garantie qui était prévue, garantie que l'employeur s'était engagé à respecter contractuellement. Cette garantie doit être respectée et donc ça doit donner lieu à une protection beaucoup plus longue du salarié que simplement le fait de donner un préavis et là on s'estime avoir rempli ses obligations. Il doit y avoir des dommages et intérêts, il doit y avoir le respect de l'engagement de l'employeur jusqu'au terme de la période de protection. Et enfin, toujours dans ce premier axe, ce qu'on propose, c'est de revoir aussi le rôle de l'ADEME, parce qu'il faut savoir que dans certains cas, l'ADEME, une fois que le licenciement a été reconnu abusif et que le salarié a obtenu une indemnité, l'ADEME peut réintervenir dans le dossier et demander au salarié de lui rétrocéder une partie de cette indemnité. L'indemnité doit servir à compenser le préjudice économique et moral que le salarié a subi et n'est pas là pour compenser d'une quelque façon que ce soit les indemnités de chômage qu'il a reçues suite au licenciement. Donc cet aspect-là doit pour nous être également revu. Le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, c'est de revoir les délais, les procédures et les effets des licenciements des personnes protégées. Donc là, on propose deux choses très concrètes. C'est d'abord de dire si la personne protégée est protégée, eh bien, il faut prévoir la nullité du licenciement dans tous les cas. Aujourd'hui, la nullité n'est pas prévue. Vous avez une protection, vous êtes soi-disant couvert en vertu des dispositions du Code du travail, mais si l'employeur décide de vous licencier, le licenciement il est acté. Vous avez perdu votre emploi et vous n'avez pas d'autre alternative que de faire la demande de chômage. Ce n'est pas normal. Si on a une protection, alors elle doit être respectée. Et si elle ne l'est pas, la règle générale doit être que la nullité du licenciement doit être prononcée par un tribunal en référé. Ça doit être le principe fondamental, le principe de base. Ensuite, si la nullité n'avait pas été déposée dans les délais, ou si le salarié n'avait pas souhaité demander la nullité, parce que recevoir un licenciement c'est quelque chose de traumatisant, et une fois que votre employeur vous indique qu'il ne voulait plus de vous, demander la nullité devant un tribunal n'est pas toujours quelque chose d'évident, hein, sachant que derrière il faudra retourner dans l'entreprise. Eh bien c'est de dire, si la nullité n'a pas été demandée ou si elle n'a pas été acceptée par le tribunal, eh bien dans une seconde étape, il faut la possibilité pour le salarié de demander des dommages et intérêts, parce que ça reste un licenciement pendant une période de protection. Ça, ce sont les deux principes qu'on souhaite, ou les deux grands axes qu'on souhaite introduire par rapport aux personnes qui sont protégées. Le troisième axe sur lequel nous avons travaillé, c'est la protection des salariés malades et des salariés en reclassement. Donc, Paul de Araujo a déjà cité quelques éléments par rapport au reclassement, mais on constate régulièrement que des salariés qui ont remis leur certificat en bonne et due forme sont licenciés, alors qu'ils bénéficient d'une protection. Et là, de nouveau, ce n'est pas acceptable, et pour y remédier, on propose 6 choses. La première, c'est qu'il faut absolument repréciser les modes d'information de l'employeur en cas de maladie. Donc, le Code du travail actuellement ne tient pas compte des nouveaux moyens de communication, le fait qu'on puisse avertir son employeur par email, par exemple. Donc, ces éléments, ces nouveaux moyens de communication doivent être intégrés comme étant des moyens qui permettent aussi
au salarié de remplir ses obligations en cas de maladie vis-à-vis de son employeur. Deuxième élément, c'est qu'il faut absolument qu'on harmonise les dispositions du Code du travail et les statuts de la CNS au niveau de la production ou non d'un certificat médical pour une absence de 1 ou 2 jours. Les statuts de la CNS laissent une tolérance. Produire un certificat médical n'est pas obligatoire en fonction des statuts de la CNS si la maladie n'est que de 1 ou 2 jours. Le Code du travail est beaucoup plus strict et laisse la porte entrouverte au fait qu'une absence d'1 ou 2 jours pourrait déboucher sur une sanction. Donc il faut absolument, et on l'a déjà demandé à plusieurs reprises au ministre du Travail et au ministre de la Santé, que les deux codes, enfin en tout cas que le code et les statuts de la CNS soient sur la même longueur d'onde pour apporter une sécurité aux salariés. Troisième élément, et on revient sur le point précédent, c'est d'introduire la nullité du licenciement si on est licencié pendant une période de protection. De nouveau, on retombe sur ce que je viens d'expliquer avant. Quatrième élément, et là on rejoint la loi sur le reclassement qui a été présentée avant, c'est que le salarié qui est reclassé en interne, donc la commission mixte décide de le reclasser et dit à l'employeur, cette personne peut encore occuper un autre emploi dans votre entreprise, il faut adapter le poste. C'est que cette personne, si elle estime que ce nouveau poste qu'on lui propose n'est pas adapté à ses compétences physiques, puisse avoir une solution de contestation et la possibilité de l'intervention d'un expert, en l'occurrence ici le médecin du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on se retrouve dans certaines situations où pendant des semaines, voire des mois, les gens s'estiment inaptes à exercer le nouvel emploi. L'employeur, lui, considère qu'il a proposé un emploi convenable et il n'y a pas vraiment de procédure de recours ni d'intervenant qui va forcer les choses et définir si oui ou non ce poste est faisable ou pas pour le salarié. Donc là, c'est important également qu'on modifie la loi en ce sens. Et puis, c'est de donner aussi une protection aux salariés dès le moment où la saisine de la commission mixte est faite. Parce qu'entre le moment où le contrôle médical de la sécurité sociale saisit la commission mixte pour demander si le reclassement peut être une option ou pas, et le moment de la décision de la commission mixte, il peut y avoir 2 mois, 2-3 mois parfois. Et pendant cette période, la protection aujourd'hui n'existe pas. Donc vous êtes protégé une fois que la décision de reclassement est faite. Vous êtes protégé avant parce que vous êtes en général sous certificat médical, mais pendant la procédure de saisine, vous ne l'êtes pas. Et on a des cas où des employeurs ont profité de cette période où il y a une espèce de flou juridique pour licencier la personne. De nouveau, la nullité n'est pas prévue, donc la personne malade est licenciée, n'a pas d'autre choix que de tomber au chômage, et on retombe finalement sur un licenciement qui donne droit à des dommages et intérêts si le tribunal veut bien en accorder. Donc ça, c'est pas normal non plus, il faut que la protection soit complète dès la saisine. Et enfin, ce qu'on souhaite dans cet axe, c'est clarifier les rôles entre les différents médecins. Donc le salarié malade peut avoir affaire à 4 médecins différents. D'abord le médecin traitant qui va le définir inapte. Ensuite le médecin de confiance de l'entreprise qui peut très bien remettre en cause l'inaptitude et déclarer le salarié apte. On a parfois des employeurs qui envoient 2 fois le même jour un salarié chez des médecins contrôle de l'entreprise différents. Donc ça devient un peu surréaliste. Puis vous avez le médecin du travail qui peut aussi lui intervenir. Et puis il y a le médecin contrôle de la CNS qui peut aussi redéclarer une aptitude. Donc il faut à un moment donné qu'on trouve un ordre, je vais dire, de priorité et qui est prédominant en cas de contestation d'une incapacité de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui va apporter également de la sécurité juridique aux salariés. En tout cas, la clarté qu'on va introduire devrait en assurer plus. Le 4e axe sur lequel nous avons travaillé, c'est l'axe de l'égalité de traitement, parce qu'il y a également dans les entreprises certains soucis par rapport au non-respect de cette égalité de traitement. Et ce qu'on propose ici, c'est une mesure qui est relativement simple, c'est d'introduire dans le Code du travail un nouvel article qui précise tout simplement qu'à travail égal, le salaire doit être égal. C'est-à-dire on n'est plus dans la logique de dire tel sexe ne doit pas être discriminé par rapport à l'autre, mais c'est de dire tout salarié doit être traité de façon égale. Et là, on se reporte à ce qui s'est passé un peu en France, et notamment au jugement de la Cour constitutionnelle française, qui a admis que des différences pouvaient toujours subsister, mais alors uniquement sur des différences qui sont objectivement prouvées. Et donc là, c'est à l'employeur à faire la démonstration que la différence est objectivement prouvée, et donc si salaire est différent entre 2 salariés, il y a manifestement des explications objectives et fondées qui peuvent l'expliquer. Le 5e axe, c'est aussi de travailler sur le système de rémunération et sur la définition de la rémunération, parce que protéger le salarié, c'est aussi lui donner une certaine stabilité et une certaine sécurité au niveau de sa rémunération.
Parce qu'aujourd'hui, les rémunérations se composent de toute une série d'éléments en fonction des responsabilités qu'on a, des fonctions qu'on exerce. Il y a toute une série de primes qui existent dans les entreprises, dans les conventions collectives. Et en cas de maladie, toutes ces primes ne sont pas toujours prises en compte. Et donc là, il y a la discussion de qu'est-ce qui est contractuel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit être pris en compte. Donc ce qu'on souhaite, c'est une définition du salaire qui soit la plus large possible et la plus précise possible, et que tout ce qui est non contractuel, et donc tout ce qui est prime, qui est soi-disant bénévole de la part de l'employeur, devienne l'exception par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et puis on fait aussi, vous le verrez, toute une série d'autres propositions plus ponctuelles par rapport à divers points du Code du travail. Par exemple, on a une proposition en ce qui concerne la motivation d'un licenciement économique. Aujourd'hui, quand un employeur licencie quelqu'un pour une raison économique, il doit justifier du caractère économique du licenciement, mais il ne doit pas justifier du choix de la personne. Pour nous, on devrait tant justifier du caractère économique que du choix de la personne. Il n'y a aucune raison que l'employeur ne puisse pas justifier pourquoi je choisis tel salarié plutôt que tel autre. Et donc il faut permettre aux salariés de pouvoir se défendre si le choix qui a été fait n'est pas un choix qui est objectivement démontrable. Et puis une série d'autres petites propositions qui sont techniques. Je vais encore m'attarder sur deux. C'est sur les avertissements. Donc l'avertissement n'existe pas en tant que tel dans le Code du travail. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui apparaît dans les conventions collectives, dans les règlements d'ordre intérieur, mais pas dans le Code du travail. Or on se rend compte que l'avertissement est un instrument souvent utilisé pour multiplier les avertissements et déboucher sur un licenciement. Et se resservir des avertissements parfois très anciens pour justifier un licenciement. Donc ça pour nous c'est pas normal. Un avertissement doit être une sanction en soi. Et un avertissement doit être considéré, comme le Code administratif le prévoit, comme un ordre de justification. C'est-à-dire qu'il doit permettre aux salariés d'amener ses explications par rapport à un problème. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on ne puisse pas se servir d'avertissements qui datent de plus de 12 mois ou de 24 mois, donc c'est encore à déterminer, mais en tout cas qu'on ne puisse pas ressortir des vieux avertissements pour justifier à un moment donné un avertissement, un licenciement, pardon. Et puis le dernier point sur lequel je souhaitais attirer l'attention, c'est la question de l'entretien préalable. Donc avant de licencier un salarié dans une entreprise de plus de 150 personnes, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Le but de l'entretien préalable, c'est d'informer le salarié qu'on a l'intention de licencier. Donc la décision n'est en théorie pas prise. C'est d'expliquer également au salarié pourquoi on envisage de le licencier, et c'est de permettre au salarié de pouvoir se défendre et si possible d'éviter le licenciement. Ça c'est la philosophie de l'entretien préalable tel qu'il a été introduit dans le Code du travail. Or aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que l'entretien préalable est détourné de son objectif, et finalement il sert à quoi? Il sert soit à utiliser les propos du salarié pour motiver encore après une lettre de licenciement, donc utiliser des propos qui peuvent se retourner contre le salarié, ou c'est, si le salarié a des bons arguments de défense, utiliser d'autres motifs que ceux qu'on a exposés à l'entretien préalable dans la lettre de licenciement. Et ça, donc, pour nous, c'est quelque chose qui est totalement contraire à la philosophie et à l'esprit de la loi au niveau de l'entretien préalable. Et c'est une procédure qu'on souhaite de revoir en faisant quelques propositions donc, de changements dans le texte du Code du travail, comme le fait que s'il n'y a pas le respect déjà de la procédure de l'entretien préalable, c'est un vice de forme, il doit y avoir nullité, les licenciements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on n'a pas respecté l'entretien préalable, le licenciement est quand même prononcé, donc ça, c'est pas sérieux. On prévoit une procédure dans le Code, mais si on ne la respecte pas, finalement, il n'y a pas de sanction. Deuxièmement, il ne peut pas être tenu compte des déclarations ou des réponses du salarié dans la motivation du licenciement. Ensuite, quand on vous convoque, vous devez savoir pourquoi. La convocation doit contenir un objet précis. Est-ce qu'on vous convoque parce qu'on envisage une faute grave à votre rencontre, un licenciement avec préavis, un licenciement pour raison économique, pour motif personnel, une modification d'un élément substantiel de votre contrat? Donc tout ça doit être précisé pour que le salarié ait un minimum d'informations et puisse un minimum se préparer dans l'esprit justement d'éviter le licenciement. Et puis c'est aussi de prévoir surtout, et je terminerai par là, que les motifs qui sont exposés lors de l'entretien préalable sont les mêmes que dans la lettre. Parce que appeler quelqu'un lors d'un entretien préalable pour qu'il s'explique par rapport à des motifs et lui communiquer toute autre chose dans la lettre de licenciement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et c'est quelque chose qui pour nous n'est pas acceptable. Donc j'ai balayé très vite ces 21 propositions. Donc vous les retrouvez dans un document complet
qui sera soumis donc au monde politique, parce qu'on estime qu'un changement du Code du travail, dans l'esprit de ce que Patrick Dury a présenté avant, c'est nécessaire pour assurer plus de sécurité aux salariés. En plus du document que vous avez reçu, qui est une explication générale, nous avons travaillé avec un de nos avocats sur des propositions concrètes de texte, c'est-à-dire qu'on a repris tous les articles du Code du travail qui sont en cause, et nous avons fait des propositions d'adaptation de texte en fonction de ces propositions que nous souhaitons faire et que nous souhaitons déposer principalement auprès du ministre du Travail, mais plus largement au niveau du monde politique. Voilà, je vous remercie de votre attention.